Paris est-elle devenue une ville dangereuse? C'est la question qui circule. Sur les réseaux sociaux, dans les forums de voyage, dans les témoignages de touristes publiés chaque jour, par centaines, sur les plateformes internationales. Une question qui aurait semblé absurde il y a encore 10 ans, mais qu'en 2026, plus personne ne peut ignorer. Sur TikTok, des vidéos montrant des pickpockets opérant à proximité du Louvre, sur la ligne 1 du métro, aux abords de la Tour Eiffel, ont cumulé des dizaines de millions de vues. Des lycéens parisiens sont même devenus célèbres, en filmant et en poursuivant des voleurs en pleine rue, pancartes à la main, criant aux touristes de se méfier. L'un de ces jeunes a vu sa vidéo dépasser les millions de vues avant que TikTok ne supprime son compte pour harcèlement et intimidation. En juillet 2025, 2 touristes brésiliens ont été victimes d'un homejacking violent dans un appartement Airbnb du 14e arrondissement de Paris. 2 individus armés d'un couteau ont forcé la porte de leur logement, les ont contraints à s'agenouiller et ont dérobé 6 téléphones et du liquide avant de disparaître. Ces images, ces témoignages, ces faits divers, ils s'accumulent et ils façonnent une perception qui a des conséquences mesurables sur l'économie touristique de la capitale. Ce documentaire pose une question que personne ne pose avec assez de rigueur. Paris est-elle réellement devenue dangereuse pour les touristes? Ou assiste-t-on à un phénomène de perception déformée, amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux, qui fait plus de dégâts que la réalité elle-même? La réponse se trouve dans les données. Et comme souvent, elle est bien plus complexe que ce que les gros titres laissent nous croire. Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir Paris et les réseaux sociaux. Pour poser un diagnostic honnête, il faut commencer par ce que les chiffres officiels disent réellement, pas ce qu'on leur fait dire. Ce qu'ils disent. Selon le rapport du ministère de l'Intérieur publié en janvier 2026, Paris enregistre environ 245 000 crimes et délits par an, soit un taux d'environ 116 faits pour 1000 habitants. C'est un chiffre élevé en valeur absolue. Paris est une métropole de 2,3 millions d'habitants intramuros et de plus de 12 millions en incluant l'agglomération. C'est la ville la plus dense de France, la plus visitée, et celle où transitent chaque jour des millions de personnes qui n'y résident pas. Mais ces chiffres bruts, aussi impressionnants soient-ils, nécessitent d'être décomposés. Les données consolidées pour 2024 révèlent que les infractions les plus fréquentes à Paris sont les vols sans violence contre les personnes, 99 100 cas recensés, soit environ 47 faits pour 1000 habitants. Ce sont essentiellement des vols à la tire, des pickpockets, des arrachages de téléphones. Des actes qui ne mettent généralement pas en danger la vie de la victime, mais qui laissent un souvenir dévastateur, particulièrement pour un touriste en voyage. Et c'est précisément là que se situe le nœud du problème. Car l'enjeu n'est pas seulement statistique, il est émotionnel. Le bilan 2024 de la préfecture de police présente d'ailleurs des nuances importantes que les médias relaient rarement. Les atteintes aux biens ont reculé d'environ 2,2% sur l'ensemble de l'agglomération parisienne. Les cambriolages de résidences ont chuté de près de 23%. Les vols par effraction sont en baisse de 21% dans Paris intramuros. Les dégradations et destructions volontaires reculent de 11%. En d'autres termes, sur le plan des infractions contre les biens, la tendance est à l'amélioration, pas marginalement, significativement. Sauf que, et c'est ce que les communiqués officiels mentionnent discrètement, souvent en dernière page, une autre catégorie progresse. Les violences entre personnes et les infractions liées aux stupéfiants sont en hausse. Et cette hausse se concentre dans des zones géographiques précises que ce documentaire va identifier. Ce que les données révèlent, au fond, c'est que Paris n'est pas uniformément dangereuse. Paris est une mosaïque. Et selon l'endroit où l'on se trouve, l'heure de la journée et le type d'activité que l'on pratique, le niveau de risque varie considérablement. Mais cette nuance
les algorithmes des réseaux sociaux ne la relaient pas. Pour comprendre le quotidien réel de la sécurité à Paris, il faut distinguer deux réalités qui coexistent dans la même ville, sans se ressembler. La première réalité, les zones touristiques sécurisées. Le premier arrondissement, hypercentre touristique, abritant le Louvre et les Tuileries, bénéficie d'une surveillance policière maximale. Le 7e arrondissement, qui englobe la Tour Eiffel et les Invalides, constitue un quartier résidentiel calme et constamment patrouillé. Le 4e arrondissement offre le Marais historique et l'île Saint-Louis, dans une ambiance villageoise. Le 16e, avec le Trocadéro et ses quartiers résidentiels, reste l'un des plus sûrs de la capitale. Dans ces zones, un touriste qui applique les précautions élémentaires, garder son sac devant soi, éviter de brandir son téléphone ostensiblement, rester dans les artères du fréquenté, ne court pas de risque significatif supérieur à celui qu'il courait à Londres, Tokyo ou New York. C'est un fait documenté, pas une opinion rassurante. La deuxième réalité, les zones de tension. Le 18e arrondissement, et en particulier le secteur Barbès, Château-Rouge et la Goutte d'Or, concentrent une part disproportionnée des faits signalés. Les trafics y sont visibles. Les tensions nocturnes régulières. Le contraste avec le Montmartre touristique, situé à quelques centaines de mètres, est saisissant. Le 19e arrondissement, autour de Stalingrad et de certains secteurs de la Villette, est connu pour la présence de regroupements organisés et de trafic nocturne. Le 10e, aux abords immédiats de la gare du Nord et de la gare de l'Est, connaît des concentrations de délits liées à la densité de flux et à l'activité des gares. Ce qui est remarquable dans cette géographie de l'insécurité parisienne, c'est sa précision. Les zones de tension sont identifiables, cartographiables, circonscrites. Elles ne représentent pas l'ensemble de la ville. Elles n'en représentent même qu'une fraction. Mais sur les réseaux sociaux, cette géographie disparaît. Une vidéo tournée à Stalingrad à 2h du matin est présentée comme représentative de Paris dans son ensemble. Un vol filmé sur la ligne 1 du métro devient le symbole de l'insécurité généralisée de la capitale française. Le particulier se transforme en général. L'exception se mue en règle. Et c'est ce mécanisme, pas l'insécurité elle-même, qui cause les dégâts les plus considérables. Le phénomène des vidéos de pickpocket est l'illustration la plus éclatante de ce que les chercheurs en communication appellent la boucle de perception négative. Tout commence en Italie. À Venise, une femme nommée Monica Poli se met à filmer des voleurs en action, en criant aux passants de se méfier. Ces vidéos dépassent les 100 millions de vues. Le format est repris à Paris. Des jeunes, parfois lycéens, sillonnent les rues du 1er arrondissement avec des pancartes et des enceintes portables diffusant des alarmes, en filmant les personnes qu'ils identifient comme des pickpockets. Les vidéos sont spectaculaires. Elles se propagent à une vitesse considérable. Elles génèrent des millions de vues. Et elles installent, dans l'imaginaire collectif international, l'idée que Paris est un territoire où les touristes sont des cibles permanentes. Sur TikTok, une catégorie entière de contenu s'est constituée autour de l'insécurité parisienne vue depuis les États-Unis. Des vidéos humoristiques montrant des touristes américains confrontés à des pickpockets pendant les Jeux Olympiques de 2024 ont cumulé des dizaines de millions de vues. Le gouvernement français aurait même demandé aux touristes américains de cesser de se battre physiquement avec les pickpockets, ce qui a engendré une nouvelle vague virale de réactions, de parodies et de commentaires. Le résultat mesurable de cette spirale, les arrivées touristiques américaines à Paris ont reculé de 11% au premier trimestre 2026. Les arrivées chinoises ont connu le même recul. Les Italiens ont chuté de près de 25%. Les Espagnols, de plus de 15%. La question légitime que ces chiffres posent est celle du rapport entre la réalité statistique et la perception véhiculée par les contenus viraux. Et la réponse
documentée par les données elles-mêmes, est troublante. Les cambriolages sont en baisse de 23%. Les vols par effraction reculent de 21%. Les dégradations diminuent de 11%. Et pourtant, la fréquentation touristique chute. La perception a gagné la bataille contre la réalité. Ce divorce entre les faits et leur perception n'est pas anodin. Il a des conséquences économiques massives et documentées. Un touriste qui ne vient pas à Paris, c'est une nuit d'hôtel non réservée, un repas non commandé, un taxi non pris, un musée non visité, une boutique non fréquentée. Quand cette décision se multiplie par des centaines de milliers de visiteurs potentiels, l'impact sur le tissu économique local est dévastateur. Les projections pour avril 2026 annoncent une baisse de 10,7% des nuitées hôtelières dans les zones centrales de Paris. Les restaurateurs des quartiers touristiques témoignent de taux de remplissage en chute libre. Les chauffeurs de taxi décrivent des journées passées à attendre des courses qui ne viennent plus. Et l'ironie la plus cruelle de cette situation, les zones les plus affectées économiquement par la baisse du tourisme sont précisément les zones les plus sûres de Paris. Le 1er arrondissement, le 7e, le 4e, des quartiers où les taux de criminalité sont parmi les plus bas de la capitale, mais qui paient le prix d'une image globale dégradée par des incidents localisés dans d'autres parties de la ville. La perception d'insécurité ne punit pas les zones dangereuses. Elle punit les zones sûres qui vivent du tourisme. C'est un mécanisme pervers dont personne ne parle, parce qu'il exige de faire la distinction entre réalité et perception. Un exercice que le format des réseaux sociaux rend structurellement impossible. Pour être intellectuellement honnête, ce documentaire doit aussi reconnaître ce qui ne fonctionne pas. Dire que les chiffres globaux s'améliorent ne signifie pas que tout va bien. Les vols à la tire restent massivement concentrés dans les zones touristiques. Près de 100 000 vols sans violence sont enregistrés chaque année à Paris. Rapporté au nombre de visiteurs qui transitent dans les zones les plus exposées, c'est un risque statistiquement faible, mais individuellement réel. Et pour le touriste qui se fait voler son téléphone au pied de la Tour Eiffel, le fait que les statistiques globales s'améliorent n'a strictement aucune importance. Son expérience, elle, est ruinée. Et c'est cette expérience qu'il va partager, pas les statistiques du ministère de l'Intérieur. Les arnaques aux touristes restent un phénomène documenté et insuffisamment combattu. Les faux pétitionnaires qui opèrent autour du Louvre et des Tuileries continuent d'être signalés. Les jeux de bonneteau qui piègent les passants sur les ponts touristiques persistent. Les vendeurs à la sauvette qui harcèlent les visiteurs aux abords des monuments sont une nuisance quotidienne que les forces de l'ordre contiennent sans jamais l'éliminer. Ce sont ces expériences concrètes, vécues et racontées par des visiteurs réels qui alimentent le flux de contenu négatif sur les réseaux. Et tant que ces irritants ne seront pas traités à la racine, aucune campagne de communication ne sera en mesure de contrer la dynamique virale qui en résulte. Le système SAVE, mis en place par la préfecture de police pour permettre aux touristes étrangers de déposer plainte dans 20 langues différentes, est un outil remarquable. Mais il traite le problème en aval, après que le dommage est fait. Il ne s'attaque pas à la cause. Alors, Paris est-elle devenue une ville dangereuse pour les touristes? La réponse, fondée sur les données vérifiables, est non. Paris, c'est une métropole de plus de 12 millions d'habitants dans laquelle la grande majorité des visiteurs passent un séjour sans incident. Les zones touristiques principales sont sûres, patrouillées et bénéficient d'une surveillance policière renforcée. Les statistiques de criminalité sur les biens sont en amélioration significative. Les agressions physiques graves contre les touristes restent statistiquement rares. Mais Paris a un problème de perception d'une gravité sans précédent. Ce problème ne vient pas d'une explosion réelle de l'insécurité. Il vient de la conjonction de 3 facteurs qui se renforcent mutuellement. Premier facteur, les réseaux sociaux amplifient mécaniquement
les expériences négatives. Un vol filmé génère des millions de vues. Un séjour sans incident n'est jamais partagé. Le ratio de contenu négatif par rapport au contenu positif ne reflète pas la réalité statistique. Il reflète la mécanique algorithmique des plateformes qui favorisent l'émotion, la peur et l'indignation. Deuxième facteur, les irritants quotidiens, pickpocket, arnaque, harcèlement de rue, ne sont pas traités avec suffisamment de détermination. Ils ne sont pas dangereux au sens physique du terme, mais ils sont dégradants, stressants et profondément désagréables pour le visiteur. Et ce sont eux qui alimentent le flux de contenu négatif. Troisième facteur, la réponse institutionnelle est inadaptée à l'échelle du problème. Les campagnes de communication traditionnelles n'ont ni la portée, ni la vitesse, ni la crédibilité nécessaires pour contrer des millions de témoignages vidéo de visiteurs réels. L'institution parle en communiqué, les touristes parlent en vidéo, et les vidéos gagnent toujours. Ce que ce diagnostic révèle, c'est que le véritable danger pour Paris n'est pas l'insécurité elle-même, c'est l'incapacité des institutions à traiter le décalage entre la réalité et sa perception numérique. Ce décalage coûte des milliards d'euros à l'économie touristique. Il coûte des milliers d'emplois aux travailleurs du secteur. Et il coûte à Paris quelque chose d'encore plus précieux que l'argent, sa réputation. Les chiffres disent que Paris s'améliore. Les réseaux sociaux disent le contraire. Et pour l'instant, ce sont les réseaux sociaux qui décident de qui viendra et de qui ne viendra plus. Une ville dont 91% des habitants déclarent leur quartier sûr. Une ville dont les cambriolages baissent de 23%. Une ville dont les forces de police ont été renforcées, la vidéosurveillance étendue, les patrouilles multipliées. Et pourtant, une ville qui perd ses touristes. Le paradoxe parisien en 2026, c'est celui d'une ville objectivement plus sûre qu'il y a 5 ans, mais perçue comme plus dangereuse qu'elle ne l'a jamais été. Ce paradoxe n'est pas uniquement parisien. Il est le symptôme d'une époque où la perception numérique a pris le pouvoir sur la réalité statistique, où une vidéo de 30 secondes a plus d'impact sur les décisions de millions de voyageurs que 10 rapports officiels. La question que cela pose dépasse largement Paris. Elle concerne chaque ville, chaque institution, chaque acteur économique, qui dépend de l'image qu'il projette dans un monde où cette image est construite, déconstruite et reconstruite à chaque seconde par des milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux. Paris n'a pas perdu sa sécurité, elle a perdu le contrôle de son récit. Et dans le monde de 2026, perdre le contrôle de son récit est peut-être plus dangereux que tout le reste. C'est ce que les autorités ne disent pas. C'est ce que les médias n'analysent pas assez. C'est ce qui se passe vraiment, sous la surface. Si cette enquête vous a montré quelque chose que les autres ne montrent pas, abonnez-vous, activez la cloche. La prochaine enquête est en préparation et elle concerne un aspect de la vie parisienne que tout le monde voit sans jamais le comprendre vraiment. Partagez ce documentaire avec quelqu'un qui hésite à venir à Paris ou avec quelqu'un qui y est déjà allé et qui a besoin de voir les chiffres derrière le ressenti. Et dites en commentaire, selon vous, Paris est-elle réellement dangereuse ou est-ce que les réseaux sociaux ont fabriqué une peur qui n'existait pas? Ce que vous voyez n'est jamais tout ce qu'il y a à voir. Sous la surface, la réalité est toujours plus complexe et plus intéressante. Merci d'avoir suivi ce documentaire jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.